Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de l'Affaire Unie Métropole dédié à l'orientation et à la vie étudiante. Aujourd'hui, on se retrouve sur un second podcast avec Vladimir. Bonjour Vlad. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Vladimir, je suis en deuxième année de sciences politiques à l'Université des Lilles et je suis volontaire à la FED. T'es volontaire dans quelle mission ? Volontaire à la mission Démocampus. J'explique rapidement, Démocampus est une mission qui est concentrée sur l'orientation, donc le but de donner l'envie et les moyens aux jeunes qu'on encadre de découvrir les études supérieures et de pourquoi pas créer des vocations, avoir des envies, enfin leur donner tous les moyens pour pouvoir faire un choix avec un grand panel. C'est surtout ce sur quoi on va parler aujourd'hui et puis on est aussi accompagné de Shainez. Salut Shainez. Bonjour, j'ai 28 ans. Je suis en troisième année de licence LEA à Roubaix, donc anciennement Lille 3. Et je suis bénévole à Ève. Mes missions, c'est plus de l'aide auprès des familles, savoir s'ils ont des besoins particuliers, notamment au niveau de la scolarité, savoir s'ils ont des difficultés dans de quelconques matières. Et puis j'aide plutôt en anglais et puis en littéraire. Tu as rejoint en fait notre programme dans ce qu'on appelle le mentorat éducatif, qui est donc de base, c'est d'accompagner un enfant 2 heures par semaine au domicile de sa famille sur la question scolaire, effectivement. Voilà, avec la crise sanitaire, forcément, on a adapté nos actions. Moi, je vais du coup me présenter. Donc, moi, c'est Christine, j'ai 29 ans et je suis salariée à la FEV en mobilisation et communication. Mon rôle, c'est surtout effectivement d'aller chercher les bénévoles qui vont, eux, ensuite aller dans les familles pour accompagner des enfants 2 heures par semaine. Aujourd'hui, là, on est surtout réunis ici pour parler de la question de l'orientation de l'enseignement supérieur parce que c'est un peu la période en ce moment avec la fin de l'année, le bac, Parcoursup qui a beaucoup stressé les enfants et puis surtout la question qui derrière, c'est quoi en fait la vie étudiante? C'est quoi d'être à l'université? Et on disait que c'était plutôt cool de pouvoir en discuter tous ensemble autour de cette table, notamment avec des gens qui vivent actuellement cette période. C'est pour ça que je suis super contente de vous avoir tous les deux autour de la table. Et ça m'en vient du coup à ma première question. C'est votre premier ressenti à l'université quand vous êtes arrivé à la fac. Ça fait quoi en fait de découvrir l'université la première fois que vous avez mis les pieds dedans? Chanel, vas-y. J'avais hâte, je savais à peu près ce que je voulais faire, donc ma première année c'était plutôt psycho. Le domaine du social m'attirait beaucoup. Au début c'était plus éducatrice spécialisée qui m'intéressait au niveau du métier, puis après j'ai basculé vers psychologue et donc pour ça il fallait faire une licence et puis un master. Donc je suis allée à Lille 3. J'avais pas d'appréhension particulière, si ce n'est l'encadrement, parce que à la fac il faut savoir qu'on est un peu livré à nous-mêmes et qu'on est censé être motivé et puis savoir à peu près où on va, pour éviter de patauger et puis de perdre des années inutilement. Donc voilà, après j'ai pas eu de difficultés particulières, si ce n'est que l'encadrement finalement. Et donc en deuxième année, j'ai dû aller en privé parce que je me disais que l'encadrement y serait et donc je suis partie à l'Université catholique de Lille et cet encadrement je l'ai trouvé. Après j'étais un peu jeune, je sortais juste du bac. Là aujourd'hui, public ou privé, encadrement ou pas encadrement, tant que on sait où on va et on sait dans quel domaine on veut évoluer, ça va. Et puis la motivation bien sûr. On va en parler pas mal de la question de la motivation, de l'encadrement dans la suite de ce podcast parce que comme tu as dit, c'est une vraie différence avec le lycée où on te balance tout d'un coup tout seul dans une masse de monde. T'es vraiment plus autant encadré. Et pour autant, il y a aussi un encadrement qui existe mais qui est vraiment différent. Donc c'est quelque chose sur lequel on va revenir tout à l'heure. Mais je voudrais entendre Vlad, du coup, et toi, quand t'es arrivé à l'université, qu'est-ce que ça t'a fait ? Pareil, j'attendais l'université. Avant, pour moi, les études supérieures, c'était vraiment le top du top. C'était vraiment... moi, je regardais ceux qui allaient à la fac avec les grands yeux écarquillés. Du coup, j'avais vraiment hâte d'être à la fac. Sauf que, évidemment, lorsqu'on arrive, il y a cette excitation, faire des études comme les grands. Et en fait, on ne voit pas les difficultés dans l'organisation, pour certains dans le fait d'être seul, tout ça. Mais de manière générale, oui, c'est plus une grande excitation. Je dis content d'aller à la fac. Ouais. Pour ma part, ça a été un peu pareil. Alors après, je me faisais beaucoup d'illusions. En plus, on a toute l'image des campus américains, les séries américaines. Donc, c'est vrai que je me faisais un peu des films comme ça. Et puis après, ma sœur m'a fait aussi découvrir l'université assez tôt en m'emmenant une semaine. Alors elle était étudiante en médecine. Et en fait, elle m'a fait découvrir directement ce que c'était durant mon année de terminale. Je sais pas si vous avez eu des gens dans votre entourage qui vous ont emmené assez vite à l'université. Oui, j'avais ma sœur aussi, ma grande sœur, du coup en parlant ça me l'a rappelé, elle était en licence LLCE anglais et puis elle m'a emmené peut-être 2 heures, c'était au lycée à l'époque je pense, ou en seconde, j'étais assez jeune, j'ai trouvé ça hyper grand et j'ai pu faire le tour un peu et c'était à Lille 3 Pont de Bois et c'est je pense la plus grande fac de Lille, c'est quelque chose et puis ça m'a permis de découvrir quelques années avant d'avoir mon bac la fac.
J'ai vraiment découvert la fac le jour même, à la pré-rentrée. J'ai fait des portes ouvertes avec mes parents, mais c'est pas pareil. On n'a pas le fait d'avoir tous les étudiants en même temps, le fait de voir vraiment toutes les places occupées. Et on a une personne, elle nous accompagne, on visite. On n'a pas le choc que c'est le premier jour. Ouais, en effet. Alors, pour le coup, moi, j'ai eu une expérience un peu différente. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix de pas aller à la fac directement parce que pour moi, c'était justement trop grand. D'abord, par une année prépa pour garder cet esprit lycée, cet esprit très encadré. Mais quand je suis arrivée à la fac, ce qui m'a aussi beaucoup choquée, c'est vraiment le fait que tout soit grand, en fait. Il y a des grands bâtiments, il y a beaucoup de monde. Quand je suis arrivée le premier jour, je m'attendais pas à avoir autant d'étudiants, je savais, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens d'un coup qui t'entourent et on sent perdu, en fait, on se sent tout petit dans cette atmosphère-là, comme tu parlais, effectivement, Chanel, de l'encadrement. En fait, là, je me sentais perdue, quoi. Je l'ai vécu aussi et je pense que c'est pas quelque chose... Bon, après c'est là, hein. Enfin on peut pas en faire abstraction, surtout quand c'est des grandes facs comme Lille 3, RT Lille maintenant, vu que les 3 facs ont fusionné. Je pense que c'est pas quelque chose auquel il faut donner de l'importance et il faut pas se dire bon ben je vais être perdu, comment je vais faire, comment je vais trouver ma salle, tout ça. C'est en partant de ce principe-là que du coup on va être perdu. Il faut juste avoir confiance en soi et puis pas être impressionné par... parce que au final, on va être dedans, mais c'est juste au fur et à mesure qu'on apprendra à se repérer et puis à se faire des amis et puis plus à l'aise. Ouais, effectivement. J'avais un peu fait mon mouton, c'est-à-dire que j'essayais de suivre les mouvements de foule et puis après j'avais aussi demandé et en fait je m'étais rendu compte que tout le monde était tout aussi paumé que moi. Donc je m'étais dit, en fait, ça sert à rien de stresser en fait. Tout le monde est aussi paumé. Ça rassure. Ça. Alors après, je trouve que l'université de Lille a aussi fait beaucoup d'efforts, ce qui n'était pas forcément le cas. Moi, du coup, je suis plus à la fac depuis super longtemps, mais ce qui n'était pas le cas quand moi j'y étais, c'est que par exemple l'université de Lille a vraiment développé des choses comme une appli, je crois, où trouve ta salle. Et en fait, tu as juste à taper ta salle et normalement il t'indique le chemin pour y aller, parce que c'est vrai que par exemple sur le campus de Pont-de-Bois, c'est vite le bordel en fait. C'est passer ces mots, c'est vite le bordel. Alors que par exemple à Roubaix, je trouve que c'est hyper bien organisé, donc t'as peu de chances de te perdre. Au campus de Roubaix, donc c'est IMMD et puis LEA. IMMD, c'est tout ce qui est filière de management et LEA, donc c'est langue étrangère appliquée. Et un bâtiment qui est rénové, qui est beaucoup plus petit que celui de Pont-de-Bois. Personnellement, je me suis sentie super à l'aise. Et les locaux sont à neuf, on s'y perd pas, hein. Clairement, il y a 4 étages. Et puis on voit toujours les mêmes personnes au niveau du personnel qui sont super sympas et vous aident à évoluer quand vous êtes sérieux, quoi. Et voilà. Et Pont-de-Bois, oui, moi encore aujourd'hui, je peux me perdre, je peux ne pas trouver une salle. Par contre, j'ai jamais utilisé l'application dont tu parles. Je crois qu'elle existe que depuis depuis la rentrée, mais je sais qu'il y en a qui l'utilisaient pas mal début d'année parce que à Pont-de-Bois tu peux vite te perdre et encore plus si t'es aussi à la Cité Scientifique qui là c'est énorme. Là on peut parler un peu de campus à l'américaine là, tu vois, où vraiment c'est énorme. Et du coup, à droit santé, comment c'est le campus de droit? Alors le campus de Moulins, en vrai, vu que c'est fermé, ça va. Faut juste s'y faire. Vous avez dit, il y a un petit effet de foule entre le sol et puis ensuite, dire sur ce trompe de cours, on peut toujours sortir quand le prof présente. Ouais. Tu parlais à un moment d'un truc aussi, Chanel, sur lequel j'ai envie de revenir, c'est le personnel de l'université, qui est hyper important, effectivement, à mes yeux. Alors, pour le coup, dans les facs, je trouve que parfois, on peut vite s'y perdre. Moi, j'ai toujours été dans des filières courtes et à petite échelle, donc qui fait que nous, c'était assez facile d'identifier sa secrétaire avec le responsable de formation, le directeur de la structure, donc qu'ils étaient assez tous accessibles, mais mes potes, ils me disaient, non mais le secrétariat, il est tout enfermé, c'est le bordel, on ne sait pas qui est qui. Et aujourd'hui, quand moi, je travaille avec l'université, maintenant, je peux comprendre ce sentiment d'être perdu dans tout ce personnel parce que parfois, j'arrive à devoir parler à 2-3 personnes différentes pour une question. Et en fait, des fois, c'est même pas elles qui sont responsables du truc. Donc, des fois, il y a cette différence entre la filière. Donc là, il y a le secrétaire de formation, il y a le responsable. Et puis, il y a toute cette machine de l'université qu'on soupçonne moins. Avec toute cette vie universitaire, les services centraux. En plus, tu parles de la fusion de l'université tout à l'heure. Il y a vraiment cette machine. Et moi, je voudrais vous poser la question du coup que comment vous avez dû gérer ces deux choses, c'est-à-dire les questions qui concernent directement votre filière et puis la vie à l'université en général. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou au contraire, c'était plutôt facile et évident avant la fusion et maintenant? Mais je dirais que la fusion ne se fait pas encore réellement sentir pour l'instant. Peut-être elle est encore légère et je pense que ça viendra, peut-être l'organisation.
En soi, l'organisation au sens bureaucratique de la fac, c'est un peu complexe. Complexe de trouver quel bureau et pour les mails, savoir à qui il faut s'adresser pour quel mail. Et de manière générale, on a toujours une personne qui nous envoie plein de mails et du coup, on se réfère souvent à elle un peu par défaut. Et après, elle nous aide à nous orienter. Comme tu dis, la fusion, elle ne se fait pas encore ressentir dans le sens où il y a certaines composantes où on voit encore il y a les anciennes méthodes, les anciens termes. Souvent, on entend l'île 3, l'île 2, l'île 1, qui maintenant c'est banni. Il ne faut vraiment plus en parler, mais c'est encore difficile de ne pas se tromper dans les éléments de langage. Mais je pense que ça dépend des campus. Sur le campus de Moulins, on le sent moins parce qu'ils ont encore gardé beaucoup cette organisation qui n'est pas forcément le cas quand tu es dépendant du campus de Pont-de-Bois ou de Cité Scientifique, je pense. Et j'en pense d'autant plus aux étudiants de Roubaix qui... La particularité du campus de Roubaix, pour la petite histoire, c'est que du coup, ils sont historiquement rattachés au campus de Pont-de-Bois. Du coup, par exemple, parfois, il y a besoin d'aller faire la navette de l'un chez l'autre pour un papier, par exemple. Alors, je sais pas, du coup, si Chanès... Moi, je rencontre pas le souci de la fusion. En plus, c'est assez nouveau. Donc avant, c'était l'île 1, l'île 2, l'île 3, et puis là, c'est l'université de Lille. Moi, je rencontre pas d'autant plus ce problème parce que du coup, le campus de Roubaix, c'est vraiment tout petit. Enfin, c'est grand, mais c'est beaucoup plus petit que Pont-de-Bois. On n'est pas perdu, on facile dans son chemin. Et pareil, au niveau de tout ce qui est de l'intranet, enfin, on est... Bon, en première année, j'étais assez perdue, mais puis après, au fur et à mesure, on s'y fait. Le conseil aussi, c'est de régulièrement consulter sa boîte mail et d'être au courant de ce qui se passe pour pas être vite passé en fait par les événements. Et sinon, oui, enfin, ça m'est arrivé de faire la navette. En LEA, on a 3 langues où on est censé avoir un bon niveau, B2, B1, B2 minimum. Puis la 3e langue débutant, moi, c'était arabe et je le faisais à Pont-de-Bois, donc c'était mon seul cours à Pont-de-Bois. Je faisais la navette effectivement, et sinon, j'ai dû aller à des choses administratives, mais c'était pas, à part si on perd sa carte tous les mois ou je vais aller récupérer mon diplôme de DUG, mais c'est pas énormément de navette les deux. Ah, ça va, il y a plutôt de la chance alors. Mais je sais que pour d'autres cas, notamment par exemple ceux qui ont un statut relevant du handicap, c'était un peu la galère pour certains de pouvoir faire la navette ou notamment il y a une filière où en fait eux ils ont les recours à cheval sur les 2 villes et du coup ils doivent faire de la navette des fois dans la même journée, donc ça, ouais, je me dis oh là là, ça devait être assez terrible. Et ça revient à du coup la question plus large des services de l'université, c'est-à-dire tout qui est périphérique en fait au cours, et j'entends par là du coup le logement, la gestion avec le Crous. Souvent, avec l'université, on entend parler du Crous, et notamment en ce moment parce que les futurs étudiants sont en train de faire leurs demandes avec le dossier social étudiant pour faire des demandes de bourse, pour faire des demandes de logement étudiant. Il y a aussi les demandes d'accompagnement. En ce moment, avec le confinement, il y a eu beaucoup de la mobilisation de l'université autour des étudiants en précarité, en isolement, parce qu'eux, ils n'avaient pas pu partir de chez eux, et donc du coup, ils étaient isolés au cœur de leur résidence universitaire. Et ça, du coup, votre rapport à tout ça, il est comment? Est-ce que vous avez dû solliciter ces services-là ou non? Moi, à l'époque, donc j'avais pris une chambre universitaire du côté du CHR à Lille. Je me souviens que j'avais fait Bon, ça remonte à c'était en 2012. On fait partie des vieux, t'inquiète. On fait partie de ces gens-là. Je me souviens que j'avais fait la demande avec mes parents assez à l'avance. Après, c'est comme tout dossier, faut pas s'y prendre à la dernière minute parce que vite saturé au niveau des demandes de logement. Pareil pour la bourse, je me souviens que j'avais fait je pense que c'est un seul dossier pour les deux. C'est un seul dossier et après ils se renvoient, mais oui, normalement tu reçois pour les deux quasiment en même temps, je crois. Et c'est vrai qu'en sortant du lycée, on est habitué à ce que, je pense, pour la plupart, papa, maman font les dossiers, tout ça. Et puis là, c'est aussi un peu le moment de s'intéresser à tout ce qui est administratif et puis de commencer à être un peu plus autonome parce que du coup le dossier on le remplit et on s'intéresse plus à ces choses-là qu'avant, qu'au lycée puis avant. Et voilà, c'est une manière de devenir un peu plus autonome et puis se prendre vraiment à l'avance clairement, sinon pas de logement, ni pas de bourse ou alors en retard. Et puis en tout cas au niveau du logement, je sais que c'est vite pris. Toutes les chambres universitaires rénovées seront prises forcément assez vite. Et puis la bourse, sinon ce sera versé en retard si le dossier n'est pas fait en temps et en heure. Effectivement, alors moi c'est ce qui m'était arrivé pour ma toute première année donc je vous avais raconté que j'étais censée être en prépa et prépa fait que j'avais aussi normalement prévu de faire un logement étudiant. Alors moi, contrairement à toi, j'ai pas eu la chance que mes parents puissent m'accompagner parce que tout bêtement et bien avec qu'ils aient toute la volonté du monde de le faire, ils ont des difficultés à comprendre le français et forcément les méandres administratifs c'est tellement pas pour eux. J'ai quand même la chance d'avoir eu une autre grande sœur qui elle était déjà dans le système des étudiants, donc elle au lieu d'en faire un, elle en faisait 2 ou 3. Mais elle faisait comme tu l'as
dit, c'est-à-dire qu'elle m'a mis le nez dedans, il fallait que je m'y intéresse. Et malheureusement, j'ai eu pour ma première année le malheur de ne pas avoir de chambre étudiante. Mais fallait s'y prendre en avant. Mais de toute façon, je crois qu'il y a des délais qui fait que si tu t'y prends après telle date, tu ne pourras pas redéposer ta demande avant le mois d'août. C'est ce qui m'était arrivé justement pour le logement, c'est que j'avais fait dans le temps. Et en fait, j'avais fait d'abord une demande de colocation. Et comme la colocation, finalement, c'est pas faite, et qu'ils n'avaient plus de logement individuel, ils m'ont demandé de refaire une demande en septembre en espérant qu'il y ait une place qui se désiste. Un étudiant qui viendrait pas, quoi. Et toi, Vlad, comment ça se passe, toi, ton rapport avec tous ces services universitaires et le Crous? Alors, pour le logement, j'avais pas fait une demande de logement, j'ai juste fait une demande de Crous et ça a été, même si j'ai dû renvoyer certains papiers parfois, parce qu'il peut arriver, on n'a pas vraiment l'habitude de regarder, d'être vraiment des systèmes administratifs. On n'a pas la présence d'idée de tout le temps regarder, de vérifier ses spams, ce genre de choses. Parfois, on peut passer à côté d'une relance, en fait, sans savoir, ou juste les détails, tout simple, par exemple, tout en bas, écrire lu, approuvé et signé. C'est des petits détails qu'on apprend. Hein. De manière générale, avec l'administration, j'essaye de tout le temps être dans les dates, les clauses, de pas trop être à la fin, pour ne pas avoir à refaire des secondes demandes. On le disait, vraiment, pendant cette période et même tout au long de votre année étudiante, s'il y a bien un conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être à cheval sur vos mails, notamment sur votre UNT où vous êtes amené à consulter. Voilà, on vous envoie des mails et par exemple, je sais que l'université, des fois, elle n'utilise que l'adresse universitaire. Et du coup, c'est hyper compliqué pour eux parce que eux, quand je travaille avec eux, par exemple, eux ils me disent, nous on envoie des mails que sur l'adresse universitaire et pas ailleurs parce que forcément, c'est leur rôle en fait. On vous donne une adresse universitaire, une adresse email universitaire, c'est pour que vous l'utilisiez. Donc, soyez très vigilants à celle-ci. Alors après, astuce, moi ce que j'avais fait, c'est que comme j'avais pas envie de consulter 2 boîtes, j'avais redirigé mon adresse universitaire vers ma boîte perso. Comme ça, au moins, pas de soucis, tu reçois tout en une fois sur une seule boîte. Pour ceux qui ne sont pas de la ville, je dirais que c'est aussi important de se déplacer, mais assez tôt. Pour aller voir une seule journée, pour voir un petit peu sa ville, pour regarder un petit peu les quartiers, pour ne pas vraiment se lancer à la rentrée, à la recherche de quelque chose comme ça à l'aveugle. Et si on n'a pas de logement en Crous, ou pour ceux qui ne veulent pas être en Crous, qui ont envie d'avoir un appart chez des particuliers, prendre le temps, vraiment regarder, anticiper, de ne pas commencer à chercher à la rentrée, surtout dans des villes. Enfin, je considère que c'est une grande ville. Dans les grandes villes comme Lille. C'est surtout que Lille a la particularité d'avoir un marché de l'immobilier hyper tendu, avec des loyers qui peuvent vite exploser, surtout pour des petits logements étudiants. Et ça, dans un budget d'un étudiant, ça peut vite peser. Ça, c'est pour être très honnête, moi, par exemple. C'est vrai que moi, j'avais j'avais la bourse. Moi, j'avais fait un moment le choix, effectivement, de sortir du parc du Crous parce que au bout d'un moment, on a l'impression, t'es vraiment en chambre universitaire, en chambre. Moi, je me sentais pas vraiment chez moi et à un moment donné, j'avais un peu envie d'avoir vraiment mon appart. Pour le coup, j'étais à Dijon. Moi, j'ai fait mes études à Dijon et c'est vrai que c'était pas encore une ville qui explosait les loyers. À Lille, j'ai entendu des loyers pour des appartements. J'ai fait waouh, c'est pas possible, quoi. Mais sachez que du coup, effectivement, tous les étudiants ne peuvent pas avoir un logement sur l'île. Et sachez qu'il y a d'autres solutions, comme tu parlais de logement. Donc, par exemple, nous, à la FEV, on propose des logements qui s'appellent les CAPS, les colocations à projet solidaire, qui sont des logements en colocation entre étudiants, à un loyer vraiment modéré, puisqu'on travaille avec des bailleurs sociaux. Et en échange, on demande juste aux étudiants de s'engager à hauteur de 5 heures par semaine pour contrebalancer l'accès à ce logement avec ce loyer assez accessible. Mais du coup, il y a aussi beaucoup d'aides, d'autres aides à destination des étudiants qui viennent de l'université. Et je trouve que l'Université de Lille a une vraie politique d'aide aux étudiants. On parlait là tout à l'heure de la période du confinement où ils ont beaucoup fait des efforts pour essayer d'aider le plus possible les étudiants en confinés. Ceux qui vraiment n'avaient pas pu rentrer chez eux pour X ou Y raison. Aussi cette aide alimentaire, les étudiants vraiment en précarité qui sont en difficulté parce qu'ils n'ont plus de job étudiant, ils n'ont plus de paie, donc plus de rémunération, plus rien. Et ce qui m'en vient aussi à toute la vie associative qui grouille sur les facs. Toutes ces associations qui se sont mobilisées, on les a beaucoup vues pendant cette période, mais qui vivent au quotidien avec nous, qui cohabitent, qui sont présents sur les facs. Et déjà, première question, est-ce que vous êtes engagé dans des associations étudiantes ? Est-ce que vous êtes actif et qu'est-ce que ça vous a apporté de vous y être engagé ?
Je me suis pas engagée dans d'autres associations, mais pas étudiante. C'est quelque chose. Enfin, après, j'ai des amis proches qui sont bénévoles. Je sais pas si. Enfin, c'est propre au campus Roubaix, par contre. Enfin, c'est pas à Pont-de-Bois. J'ai plus le nom, par contre. Enfin, je me souviens plus. T'as l'association Adélie qui est très présente sur le campus de Roubaix. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais, c'est Adélie. Ils font plein de choses, des voyages. Enfin, ils sont à l'écoute. Et du coup, je voulais rebondir là-dessus. Enfin, je trouve que quand on arrive à la fac, surtout quand on connaît personne, on peut vite être dépassé par le monde de la fac et puis le rythme et ne pas arriver à suivre, ce qui est normal quand on arrive à la fac et qu'on a de nouveaux repères, de nouvelles choses à prendre en compte. Et je trouve qu'être membre d'une asso, ça peut être pas mal, pouvoir se faire des amis si on n'en a pas, si on connaît personne, pour pouvoir sentir qu'on fait, comment expliquer ça, mais ne pas perdre le fil et puis se sentir entouré en fait, tout simplement. Est-ce que tu rejoins ce qu'elle dit du coup, Vlad? Ouais, tout à fait, il faut. Ça va être bizarre dit comme ça, mais à la fac, faites-vous des amis. Être en contact, en fait. Je dis pas que tous ceux qui aiment bien rester tout seul, ce soit un problème. Mais compte tenu de la manière de l'organisation, c'est important d'avoir des gens qui peuvent nous soutenir. D'autant plus qu'à la fac, on peut avoir des petits moments de baisse de morale et être dans les assos ou être impliqué, ça peut permettre d'avoir d'autres personnes qui partagent le même quotidien, qui peut-être nous apporter d'autres clés qu'on a loupées. Et c'est hyper important, l'isolement et des étudiants, malheureusement, peut faire parfois des victimes. On entend chaque année des drames d'étudiants qui malheureusement font des actes qui on peut plus refaire, quoi. Et du coup, vraiment, la vie étudiante, je la trouve hyper importante parce que, comme vous le disiez, ça permet de couper l'isolement. Et puis tout bêtement, à l'université, il y a beaucoup aussi de devoirs en groupe. Et puis c'est valorisé en fait, notamment à l'université de Lille, il y a un DU engagement citoyen qui valorise l'engagement associatif. Et puis il y a une loi notamment qui a été portée en partie de la FEV sur cette loi, qui a été la loi égalité et citoyenneté, qui maintenant oblige les universités à valoriser l'engagement associatif des étudiants. Parce que c'est quelque chose qui nous construit, en fait, vraiment, construit notre vie universitaire. Personnellement, quand moi j'étais à Dijon, je suis arrivée effectivement, je connaissais personne et je pense que si je m'étais pas investie dans la vie associative, bon, de un, j'aurais pas rencontré toutes les personnes qui font partie de mon entourage proche aujourd'hui. Et puis, comme vous l'avez dit, je pense que j'aurais vraiment vécu des années difficiles, loin de ma famille, seule, pas du tout encadrée. Et la vie associative m'a beaucoup aidée là-dessus. Donc, on vous conseille vraiment, si vous en avez les moyens, c'est-à-dire que essayez, effectivement, le principal, c'est de pouvoir réussir vos études. Mais si vraiment, on vous invite à vous engager dans la vie associative. Et petite anecdote marrante, souvent à la FEV, on a beaucoup de personnes qui disent ne s'être jamais engagées dans le monde associatif avant. Et c'est un peu la FEV qui est leur porte d'entrée vers le monde associatif. Et après, c'est là qu'ils découvrent les bureaux de vie étudiante, les associations culturelles, les associations sportives, et qui continuent leur engagement après être passés par la FEV, par exemple. Et au-delà de l'aspect social, il y a aussi un apport, technique aussi qui nous est donné au sein des assos, parce que dans les associations, on travaille quelque chose. Peut-être on va être chargé de la communication, peut-être on va devoir faire des affiches, on va organiser des trucs. Enfin, je pense que tout ça aide aussi à se construire professionnellement. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un truc à la fac que vous avez appris en dehors des cours et qui maintenant vous sert au quotidien ? Pas d'idée là, mais oui, certainement. La fac, moi, ma licence, je sens que j'ai évolué plein de choses dans plein de domaines, mais là, je saurais pas dire quoi exactement, mais après, même professionnellement, la façon de parler, la façon de se tenir, la façon de s'adresser au personnel ou à plein de choses évoluent en positif. Et, pour moi, c'est pas quelque chose en particulier, mais c'est juste le fait d'être à la fac, en fait, et de s'investir. Oui, effectivement. Du coup, au niveau de côté associatif, pour rebondir là-dessus, ça paraît être pas grand-chose. C'est quelque chose... moi, personnellement, à la fac, on passe devant et on se dit... Ouais. Et puis, parfois, on se dit que ça prend du temps et au final, ça nous apporte plein d'autres choses, en fait, dans différents domaines, social, professionnel, comme Vladimir le disait. Ça permet aussi une liberté. Il y a des sujets, parfois, dont on peut pas parler avec la famille ou avec les amis, et puis trouver des personnes avec qui en parler, déboucher sur des choses positives. Voilà. Oui, et nous, par exemple, à la FEV, on le valorise beaucoup, cet engagement associatif. Là, dernièrement, j'avais fait une formation valoriser vos compétences associatives et on voyait que les étudiants, ça leur permettait de valoriser des choses qui sous-estimaient, par exemple, savoir bien écrire leur mail, présenter des documents, synthétiser, tenir face à un public. Voilà, parler en public, comme tu disais, voilà, c'est des manières de se présenter. Les amphis,
Forcément, quand tu dois faire une présentation devant tes 40, 50, voilà, quoi, ça peut tout de suite être impressionnant. Et juste d'être, comme je disais, cette vie, cette effervescence qui est pas forcément la même que quand on est au lycée et encore plus quand on n'est pas au collège. Bah voilà, quoi, c'est genre un autre monde. C'est peut-être un peu exagéré, mais quand même, on n'est pas du tout dans les mêmes choses, quoi. On n'est carrément pas dans les mêmes choses. Je sais pas si vous considérez qu'on est dans un autre monde quand on est dans la vie universitaire. Pour moi, la vie universitaire, ça n'a rien à voir. Enfin, pas que ça n'a rien à voir, c'est une suite, oui. Et on passe au stage final, et tout est réuni et c'est ce qui rentre beaucoup. Lorsqu'on met tout ça, tous ces éléments-là ensemble, on se rend compte, en vrai, la fac, c'est pas la détente. Le fait d'arriver, d'avoir de liberté, qui n'en est pas une vraiment, parce que le temps qu'on n'a pas dans les cours, bah, c'est du temps qu'on doit mettre à profit pour travailler de notre côté, avoir d'autres recherches. En fait, on est vraiment dans une construction totale. C'est là où c'est très compliqué. C'est le sujet sur lequel je voulais venir pour terminer ce podcast, c'est la question de rapport aux études. Parce qu'il y a toute cette vie effectivement universitaire, mais au final, on est quand même là pour étudier. Je crois que c'est quand même l'objectif principal. Et comment s'est passé, vous, vos rapports à vos études, le fait de devoir gérer ces choses différemment? C'est-à-dire que, par exemple, il y a les amphis, les cours magistraux, où en fait, tu viens, tu as le cours, le prof, il déblatère, tu suis pas, il va pas trop s'arrêter pour savoir si tu sais, voilà. Après il y a les TD où là oui on est un peu plus dans un rapport plus classique comme en classe où on revient sur du pratique, des exercices et après il y a, comme tu disais, beaucoup ce travail à la maison qui est important et qui est, je pense, beaucoup sous-estimé parce qu'il y a côté liberté qui fait c'est cool, ça y est, il n'y a plus papa maman qui sont là pour dire qu'il faut travailler, qu'il faut faire ses devoirs, je suis libre en fait. Mais en fait si tu n'as pas cette autodiscipline, ça peut vite être très fin, notamment en fac où tu as la période des partiels, en fait où c'est vraiment one shot, les examens ils sont là, tu rates, t'as pas ton semestre. Moi, du coup, le passage du lycée à l'université, je trouve que c'est assez différent. Et limite, on peut voir ça comme un test. Oui, l'université et puis les études supérieures, on est un peu voué à nous-mêmes et puis on est un peu plus libre. Mais c'est un test dans le sens où on verra en fait ce à quoi ça va nous mener selon notre façon d'être et tout au long de notre cursus universitaire. Je pense que ce que tu veux dire par là, c'est que y a ce test, comme tu dis, vraiment en fait savoir si t'es fait pour ça, quoi. La fac c'est vraiment pour les gens qui sont capables d'autodiscipline et tout. Je dis pas que ceux qui ne savent pas s'autodiscipliner peuvent pas aller à la fac. Je dis juste que c'est vrai que c'est un peu une condition à la réussite. Et il y a d'autres filières, en fait, tu vois, comme moi par exemple, quand je vous disais, personnellement j'avais le choix, je pouvais soit aller en prépa, soit aller en fac, j'avais le niveau scolaire pour. Et j'ai fait le choix de la prépa, pas tant parce que je voulais préparer des concours et tout, mais vraiment parce que je me sentais pas, moi, prête à aller à la fac et vivre tout de suite à 17 ans l'expérience de cette effervescence, la vie étudiante, les assos. Parce que moi, je me suis dit, moi, je me sens pas assez autodisciplinée pour bosser mes cours toute seule dans mon coin. Et d'être personne, on va dire. Moi, j'avais besoin vraiment que mes profs puissent m'identifier, mon évolution, mes difficultés, et que je puisse échanger régulièrement avec eux. Et c'est pour ça que j'avais choisi la prépa à l'époque. Personnellement, le fait d'avoir fait une reprise d'études, parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais esthéticienne, c'était carrément... c'est pas vraiment un autre domaine parce qu'au final, on rapprochera... Bon, là, je suis en langue et je compte faire un master en commerce international et puis après, je compte me spécialiser un peu dans le domaine de la cosmétique, donc ça se rejoint. Le fait d'avoir repris des études, ça me permet d'avoir une vue en fait sur moi il y a 6 ans au début de mes années de fac, moi maintenant, et en fait c'est carrément autre chose. L'une des grosses différences, c'est que je sais ce que je veux faire, je sais donc que le domaine de mes études me plaît beaucoup, je suis hyper motivée et dans ma vie je suis assez organisée maintenant. Toutes ces qualités je les avais pas forcément avant. J'ai assez perdu pas juste la première année mais premières années, que ce soit au niveau du domaine dans lequel j'étudiais ou alors un peu dans ma vie. Et puis j'étais pas très asso, j'aurais dû intégrer des assos, ça m'aurait peut-être permis de perdre moins d'années et puis de voir autrement le monde de la fac. Du coup tu disais au niveau des amphis et les TD, tout ça. Moi, il y a un truc sur lequel dont je voudrais parler, que je trouve super important. Je le vois encore maintenant en L3. Les étudiants, la plupart des élèves ont énormément de mal à parler et toujours cette peur de parler en fait devant les autres. En amphi, par exemple, quand un prof fait son cours, parce qu'il y a des profs, faut savoir, font leur cours et qui sont pas hyper proches des élèves, on voit clairement qu'ils ont juste envie de donner leur cours et puis de partir. C'est dommage. Après, tous les profs ne sont pas comme ça. Il y a des profs qui sont super. Et du coup, dans ces moments-là, je pense qu'il faut pas hésiter à voir le prof à la fin du cours, parler gentiment et lui dire est-ce qu'il est possible de
de trouver une solution, de parler un peu moins vite, parce que les cours en langue aussi, il y a des profs qui sont natifs et qui donnent leurs cours en langue et qui ont un accent pas forcément compréhensible ou alors qui parlent trop vite. Faut pas hésiter à demander au prof. Quand on parle au prof et que le prof au final parle à l'ensemble de l'amphi, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élèves, ou tout l'amphi, qui étaient dans le même cas, mais personne n'osait parler. Quand j'étais en mes années licence, j'avais toujours un écart d'âge avec la plupart des élèves. Moi j'ai 28 ans aujourd'hui et puis j'avais toujours 4-5 ans d'écart, voire plus, avec la plupart des élèves. Et je pense que c'est ça aussi, l'âge aussi qui fait qu'on n'ose pas parler. Et parfois limite, je m'indignais moi-même, je me disais mais pourquoi ils parlent pas en fait, Et on les entend, on entend des élèves en amphi à côté de nous, des étudiants, dire ah mais il va trop vite, ah mais non, ça dérange vraiment mais personne ne parle. C'est tellement simple mais personne ne parle et puis ça permettrait d'avancer au niveau du cours. Parfois, j'étais un peu la seule à le dire, à parler. Et voilà, moi, je pense que de manière générale, il faut pas hésiter à parler quand on comprend pas, dire les choses de manière correcte. Voilà, on va pas être persécuté, on va pas être... même si on nous regarde, c'est pas grave, à la fin du monde. Et au final, la prise de parole, c'est quelque chose de public, c'est quelque chose auquel il faut travailler, c'est quelque chose d'important. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus et vraiment, je pense que c'est un message fort là que t'as envoyé en tout cas à tous ceux qui nous écouteront. Vraiment, ne pas hésiter à prendre la parole, comme tu disais, en amphi, pas hésiter à s'affirmer en fait. Globalement, que ce soit en amphi ou voilà, posez vos questions s'il y en a. Si le prof il vous dit écoute, tu viendras me voir à la fin de l'amphi. Voilà, il va, sinon au pire, il va vous dire ça. Il y en a aussi qui proposent beaucoup d'échanger par mail en disant pendant le cours, on n'a pas trop le temps, mais si vous avez des questions, envoyez-moi par mail et je vous y répondrai. S'affirmer aussi, en dehors d'assumer de vouloir sortir quand vous voulez sortir, de pas vouloir sortir quand vous voulez pas sortir. Il y a toujours cet effet groupe. Effectivement, qui parfois peut être intimidant quand on arrive à l'université, puisqu'on veut montrer qu'on est une et tout. Et il y a vraiment ce truc de dire, en fait, non, tu trace ta route, t'inquiète, tout va bien. Et puis même au niveau de la participation, j'ai eu souvent affaire même en L3, même maintenant, et puis les étudiants ont 21, 22, moi en tout cas au niveau de mon TD, et parfois ça peut être réellement un frein en fait, quand les élèves participent pas par peur de je ne sais quoi, clairement je sais pas, et après c'est un peu, j'étais comme eux avant. Il y a peur de l'image, toi l'image que tu renvoies, comme à l'école, le côté, ça se perd pas à l'université, hein. Le côté, je veux pas paraître pour l'intello de service ou la bête de service. Ça part pas avec la fac, ça. Mes premières années de fac, j'osais pas parler. Il y a toujours la peur de l'inconnu, la peur de... Je me retrouvais à être avec un groupe de 5-6 personnes, à être un peu le moteur quand il fallait... Et du coup, les profs, faut leur tirer mon chapeau. Parfois, être devant un TD de 25 élèves et que personne ne parle quand on pose des questions peut réellement être un frein et ne pas permettre d'avancer en fait, au niveau du cours, au niveau de plein d'autres choses. Parfois, c'est juste parce qu'on n'ose pas, en fait. Il faut enlever cette peur parce qu'au final, ça bloque pour plein de choses. Il y a autre chose aussi que je voudrais ajouter, c'est que les profs aussi, s'ils ont 500 élèves parfois en amphi, ils voient qu'ils participent, ils voient qu'ils ne participent pas. Et après, les copies sont anonymes. Il faut savoir que ça se faisait pas trop avant et ça se fait de plus en plus. Le contrôle continu, les notes finales en fait. Moi en LEA j'en ai eu pas mal et parfois ça comptait pour 50% en fait. Les contrôles continus et puis la participation. Il y a beaucoup de profs qui font ça en fait. Comme ils se rendent compte qu'il y a plein d'élèves qui viennent pas, d'élèves qui sont là, qui participent pas. En fait, on sait pas pourquoi. Du coup, les profs se mettent à mettre des notes de participation de 20% de la note finale, 30%. Et c'est vraiment un truc où on peut facilement gagner des points et d'autant plus que en début d'année, je sais pas si c'est tous les domaines pareils, mais en LEA à partir de cette année, il n'y a plus de compensation en fait. On est obligé d'avoir 10 de moyenne dans chaque matière. Du coup, ça a son importance en fait. Du coup, la participation à ce mode de notation. Ça c'est la compensation, je crois qu'elle disparaît, mais je crois que c'est juste c'est une loi qui est passée qui fait que il n'y a plus de compensation, peu importe où tu te balades en France en fait. Ça n'existe plus, c'est trop galère en fait à gérer. Et je crois que ça disparaît effectivement partout. Effectivement, t'as intérêt à. Il y a plus. C'est vrai qu'il y avait le discours avant, c'était ouais, t'inquiète, il y a la compensation. Non, il n'y a plus. Hein. Ça il ne faut plus compter là-dessus justement. Sur ces bonnes paroles qu'on va devoir se quitter. Je pense qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'université, comment donner plein de conseils effectivement aux étudiants de comment pas comment être à la fac, mais plein de petits tips qui fait que quand on est à la fac, on aurait toujours aimé savoir ces choses-là avant d'y rentrer et de savoir que
Ouais, tu vois, participer en classe, il faut le faire parce qu'il y a des profs qui sont vraiment attentifs là-dessus. Participer à la vie associative et étudiante, ça te permet de gagner des compétences et tout. Et je sais, et c'est vrai que la différence entre ceux qui le font et ceux qui le font pas, elle pèse lourd dans la réussite universitaire. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Un dernier mot avant de se quitter? Oui, c'était avec plaisir et puis ça a permis de revenir un peu sur nos années fac. Ouais, ça amène plein de souvenirs. Bonne chance, bonne chance au futur. À ceux qui vont entrer, essayez de prendre votre projet à titre personnel et... Ouais, du coup, je souhaite de bonnes années de fac aux nouveaux et puis ceux actuels aussi, qui sont déjà à la fac. La fac, c'est aussi plein de bonnes choses et savoir en profiter. Et puis, si on peut combiner les deux, les bons moments et puis évolution, du coup, c'est tout bénéfice. Moi, je dirais effectivement la même chose. Profitez de vos années d'université, profitez de vos études, engagez-vous dans des associations. Et voilà. Sur ce, c'était le podcast de la FEV. Merci à tous et on se retrouvera pour un prochain épisode à la rentrée de septembre. Au revoir!